Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Audrey, qui est éducatrice de chiens guides d'aveugles à l'école du Nord. C'est pendant ses études de lettres qu'elle devient famille d'accueil et emmène ses futurs chiens guides jusque sur les bancs de la fac. Mais au moment d'entrer dans une maison d'édition, la vie en ville la freine. Et elle postule finalement en tant qu'éducatrice de chiens guides à l'école du Nord. Mais comment devient-on éducateur de chiens guides d'aveugles ? Et quelle articulation au quotidien entre l'éducation des chiens et l'accompagnement des futurs maîtres ? Audrey nous raconte sa reconversion précoce grâce à une formation solide et de qualité en 4 ans. Elle revient aussi sur l'importance et la place des futurs maîtres de chiens guides dans son métier d'éducatrice de chiens guides d'aveugles. En marge de son activité professionnelle, elle élève aussi elle-même des Kelpies, une race découverte sur internet qu'elle socialise tout autant que ses chiens guides. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci en tout cas de m'accueillir aujourd'hui dans ton école, puisqu'on est à l'école des chiens guides du Nord, à Ronques. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Audrey. Je travaille du coup au centre Paul Corteville depuis 5 ans maintenant et je suis éducatrice. Donc, éducatrice de chiens guides d'aveugles. C'est ça. C'est le titre de ce métier. Est-ce que, pour nous, tu peux revenir au fondement, un peu, comment tu en es arrivée à devenir éducatrice de chiens guides ? Est-ce que tu as toujours été à fond chien ? Est-ce que tu connaissais les chiens guides ? Raconte-nous tout. Alors, je n'étais pas à fond chien et je connaissais pas les chiens guides. D'accord. À la base, j'étais une fanat de cheval et j'avais fait un lycée agricole. Dans ce lycée, un jour, il y a eu un forum des associations et les chiens guides sont venus. Et du coup, voilà, ça m'a intéressée. On avait un vieux chien chez mes parents, donc il n'était pas question de devenir famille d'accueil. Et voilà, ça a suivi son cours, j'ai continué mes études, je suis partie à la fac. D'accord, donc fac, pas du tout fac de chien guide, ça n'existe pas. Non, j'étais en licence de lettres. D'accord. Notre vieux chien chez mes parents est décédé. Et je me suis dit, voilà, je vis encore chez mes parents, j'ai peu d'heures de cours, je travaille un peu à côté, mais voilà, j'ai encore beaucoup de temps libre. Est-ce que ce serait pas le moment de devenir famille d'accueil ? En fait, c'était pour moi la possibilité d'avoir une rencontre en fait avec un chien. Comment on éduque un chien ? Est-ce que la relation avec le chien me plaît ? Sans non plus adopter un chien et prendre un chien et du coup de m'engager sur 15 ans. Exactement. Et voilà, donc du coup, en 2013, je me suis lancée, je suis venue ici. J'ai suivi une séance collective pour les familles d'accueil et du coup j'ai postulé pour devenir famille d'accueil. Donc là tu étais en 2013 chez tes parents. Oui. Tu as accueilli ton premier chiot en famille d'accueil. Oui, c'est ça. Et tu étais en fac de lettres. C'est ça. Et du coup j'emmenais mon chien à la fac avec moi en cours. J'avais demandé du coup l'autorisation. Comment il s'appelait ce petit chiot ? Elle s'appelait Yuka. D'accord. C'était l'année des I. En 2013. Ouais, et donc Yuka t'a mené pendant 1 an à être famille d'accueil. Oui. Tu l'as vu grandir. C'est ça. Comment ça s'est passé, cette première expérience de famille d'accueil ? Ça a été génial, j'ai adoré. Je me suis vraiment dit que les chevaux c'était bien, mais les chiens c'était encore mieux. Ouais. Et du coup, j'ai enchaîné sur un deuxième chien guide après, un deuxième chiot, une fois que Yuka est rentré en éducation. Ouais. Et Jerk. Ensuite, on a enchaîné sur... Il y avait une famille d'accueil, du coup, ça se passait pas très bien avec son chiot, elle a préféré arrêter. Du coup, on a récupéré Jayo, en même temps que Jerk. Du coup, avec mes parents, on était vraiment tous investis dans la famille. Et t'as embarqué tout le monde, en fait. Oui, c'est un peu ça. J'ai un peu embarqué tout le monde. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fini mes études de lettres. Et s'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après. Donc, t'as fini la licence, c'est ça ? J'ai fini le master. Le master, Du coup, je suis allée entre-temps... c'est ça, j'ai continué la licence, j'ai été jusqu'au master de littérature de jeunesse. Ok. Et Quel était le plan quand t'as fait cette licence ? alors le plan, à la base, toute base, c'était de devenir prof de français. Ok. Après, à la licence, après... je me sentais pas prête à devenir prof à ce moment-là. Du coup, j'ai décidé de partir sur le master pour partir travailler en maison d'édition. Ok. Et à la fin de mon master, j'avais un poste qui m'attendait en Belgique pour travailler chez les éditions pour Martine en fait. Martine, voilà. Martine à la ferme, Voilà, Martine c'est qu'on ça. connaît. Voilà, Martine. Du coup, j'ai dit non. Je me voyais pas travailler en fait, je me voyais pas vivre en ville. Je me voyais pas vivre en capitale. Donc là, c'était Bruxelles et je me voyais pas quitter ma campagne et du coup et à ce moment-là on recrutait en fait ici au Chien Guide. Ok. Du coup j'ai décidé de postuler et j'ai été prise.
Donc comment ça s'est passé ? Tu étais famille d'accueil, Oui. Tu avais plus de chiots à l'époque ? Si, on a eu Lipton du coup avec mes parents et c'est ma mère du coup qui a pris le relais à devenir famille d'accueil. D'accord. Et donc toi, entre-temps, t'as vu qu'il y avait ce poste-là. Oui. Ça te titillait depuis longtemps de bifurquer ? Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait un lycée agricole, donc voilà, j'étais déjà dans les animaux entre guillemets. Après, je suis partie à la fac de lettres parce que j'adore la littérature. Mais j'ai toujours été un peu tiraillée entre les deux mondes et voilà. Et plus ça se rapprochait le fait d'être concret, d'aller travailler en ville, en maison d'édition, d'être citadine complètement, plus je me disais c'est peut-être pas forcément pour moi en fait. Oui, parce qu'à l'inverse, le métier d'éducateur de chien guide, c'est pas un métier de bureau, c'est plutôt un métier d'extérieur. C'est ça. Et tu parles de la ville parce que tu es quand même un peu en ville, mais t'es pas obligé d'habiter en ville. C'est la différence. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis on est dehors. Même si, bien sûr, on travaille en ville en majorité, on est quand même dehors. C'est vraiment un job. Voilà, c'est pas un job de bureau. Donc entre 2013 où tu deviens famille d'accueil avec tes parents et 2016 où du coup tu postules à l'école des chiens guides du coup de Nord. Comment ça s'est passé ton entrée ici ? Tu es partie tout de suite en formation ? Comment tu as fait ? Alors oui, en fait, je suis arrivée fin août 2016 et je suis partie en formation début septembre. Directement dans le grand bain. C'est ça. Donc du coup, étant famille d'accueil, je suis venue à une séance d'obéissance en juillet et j'ai pu rencontrer la personne qui allait être ma tutrice. D'accord. Que je ne connaissais pas puisqu'on est quand même une grosse école avec pas mal de salariés. Donc je connaissais pas tout le monde en étant famille d'accueil. Et j'ai rencontré ma tutrice et puis voilà, j'ai commencé, j'ai eu 15 jours en fait où... elle était en vacances, ma tutrice, mais elle m'avait préparé un super programme où c'était vraiment découverte de l'association en interne plutôt que juste côté bénévole. Donc là, t'as passé un petit peu du temps avec chacune des fonctions. Oui, c'est ça. J'ai suivi un peu tout le monde, que ce soit moniteur, éducateur, instructeur en locaux, puis aussi tout ce qui est partie administratif aussi. J'ai suivi un peu du monde, j'ai passé un moment en com aussi, en communication. Et après, j'ai rencontré le chien avec qui j'allais partir en formation, puis après je suis partie. D'accord. Donc la formation, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Comment on devient éducateur de chien guide ? Oui. Éducatrice d'un coup. Oui. Alors, pour être éducatrice de chien guide, c'est une formation de 4 ans. Qui est fractionnée en 2. Donc d'abord 2 ans pour devenir ce qu'on appelle moniteur, là où on va vraiment se concentrer sur le chien. C'est vraiment apprendre à éduquer un chien, comprendre le chien, parce que ça c'est vraiment important, c'est pas tout de lui apprendre à faire des choses, mais il faut le comprendre derrière. Ouais, pour savoir comment interagir avec lui, tout simplement. C'est exactement ça. Et après, il y a 2 ans de plus pour devenir éducateur. Et tout ça, toi, tu le savais quand t'as postulé, ou tu as postulé en disant, allez... Oui, je savais. Du coup, j'avais déjà eu quelques infos par les moniteurs de famille d'accueil qui me suivaient quand j'étais famille d'accueil, donc j'avais pas mal d'infos. Voilà. Et nous, ici à Ronc, on a des moniteurs et on a des éducateurs. Donc voilà, c'est en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut continuer pour être éducateur, en fonction aussi des choix de la direction, s'ils veulent plus d'éducateurs, plus de moniteurs, en fonction de leurs besoins, on va pouvoir continuer ou pas la formation pour devenir éducateur. Et en 2016, du coup, t'as enchaîné avec 2 ans pour devenir monitrice tout de suite. Oui. Et est-ce que, du coup, tu as déjà eu en responsabilité, tu disais le chien avec lequel t'es partie en formation, parce que, donc, c'est pas un chien à toi, on rappelle, c'est un chien de l'école avec lequel tu es partie en formation. Voilà, donc il nous fallait, en fait, pour partir en formation, il fallait un chien qui rentrait en éducation. Donc il avait environ 1 an, il avait passé 1 an en famille d'accueil, et il allait, du coup, rentrer en éducation. Et en fait... Ce chien-là, on commence notre formation en même temps que lui, en fait. Nous, on commence notre formation de moniteur, et lui commence sa formation d'élève chien guide. De chien guide. De chien guide, voilà, c'est ça. Et du coup, tu l'as emmené avec toi pendant 2 ans, et c'est toi qui as fait toute son éducation ? Vu que je suis arrivée au moment où il avait 1 an, j'ai pas fait sa prééducation, mais oui, j'ai tout fait, jusqu'à la fin, toujours épaulée par ma tutrice. Et à la fin, du coup, la formation, elle nous permet, en tant qu'élève moniteur, de suivre la remise. En fait, c'est notre tuteur qui va remettre le chien guide à quelqu'un. Et nous, on est là en observateur pour voir comment ça se passe. Et c'est super enrichissant. Ouais, donc ces 2 premières années se sont passées comment de ton côté, la formation, ton ressenti ? Super bien. J'ai adoré la formation. C'est vraiment c'est une formation excellente. Elle est vraiment très très bien faite. On a des intervenants de qualité, mais vraiment exceptionnels. Il n'y a pas une formation d'éducateur canin en dehors des chiens guides qui est aussi riche en fait et aussi complète, je trouve. Vraiment, on a eu des super intervenants avec différentes méthodes, donc ça nous permet vraiment d'avoir une boîte à outils
de dingue pour éduquer les chiens derrière, en fait. Ouais, c'est ce que nous racontait un peu du coup Thibaut à l'épisode 12. Il nous disait que voilà, ces 2 premières années sur le chien étaient pas uniquement sur le chien guide, étaient vraiment sur le chiot, l'évolution du chien, la construction du chien, pour derrière arriver à bien former des chiens guides d'aveugles, mais que en fait les intervenants n'étaient pas forcément des intervenants uniquement du monde du chien guide, ce qui était d'autant plus enrichissant. Oui, au contraire, on a très peu d'intervenants en fait du monde du chien guide, parce que dans nos écoles, dans nos associations, on est suivi par notre tuteur qui est un éducateur avec beaucoup d'expérience. Là, en formation, c'est vraiment plus théorique, c'est vraiment sur le chien en général. Donc on a des cours de zootechnie, on a des vétérinaires comportementalistes, on a des éducateurs canins, on a vraiment un panel de professionnels du chien qui est assez exceptionnel. Ouais, avec énormément d'apports extérieurs qui fait que du coup tu peux t'en resservir. Ah oui, complètement. Et ça apporte aussi à l'équipe, j'imagine, aussi en interne. Oui. Et après ces 2 premières années pour devenir monitrice, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as continué pour devenir tout de suite éducatrice ou il y a eu une petite pause ? Non, j'ai continué tout de suite. On avait eu plusieurs collègues qui avaient déménagé, des éducateurs qui étaient partis, qui avaient déménagé, qui avaient changé de région. Et donc du coup, on se retrouvait avec moins d'éducateurs, donc j'ai eu la possibilité du coup d'enchaîner tout de suite. Ok. Donc ça y est, entre 2016 et 2020, en 4 ans... C'est ça. T'avais bouclé le programme de formation, qui n'est pas un mince programme, hein, comme on disait. Non. Et donc, les 2 dernières années, pour devenir éducatrice, il me semble que c'est plus sur la déficience. C'est ça. On a beaucoup plus de cours qui vont se faire à Paris, à la Fédération des aveugles de France, et on a beaucoup plus de cours sur la locomotion. Et après, on a un peu de cours sur le chien guide, mais ça va plus être sur la remise, sur les essais, ce qu'on appelle nous les essais chiens, donc la création du duo, en fait, comment on choisit la bonne personne avec le bon chien, et les suivis, ce qui est super important, voilà, comment accompagner la personne pendant toute la période de travail du chien. Et toi, du coup, aujourd'hui, dans ce métier, qu'est-ce qui caractérise un peu ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton rythme de travail ? Est-ce que tu es plutôt avec les chiens, plutôt avec des personnes ? Je suis plutôt avec des chiens. Alors, mon travail, tout ce que je fais je suis une famille d'accueil. Ouais. J'étais pas obligée, c'est un choix. Je pense que c'est important de continuer à garder le lien avec les familles. Moi, j'aime beaucoup en fait pouvoir suivre mon chien du début à la fin. D'accord. Donc j'aime bien le suivre en prééducation, savoir comment il est. J'ai ma petite méthode, les petites choses sur lesquelles je suis très pointilleuse avec mes familles, et donc voilà, j'aime bien pouvoir suivre ça. Et après, j'aime bien en fait pouvoir faire rentrer mon chiot pour moi en éducation, donc l'éduquer moi-même derrière. Donc le voir de sa prééducation en famille d'accueil jusqu'à sa remise en fait. C'est ça. Et du coup, tu fais ça avec tous les chiens que tu éduques ? Non, tu n'as pas la possibilité. Alors en fait, si, je fais ça avec tous les chiens que j'éduque, parce que j'éduque du début à la fin qu'un seul chien. D'accord. Et après, les autres chiens que je vais remettre, donc je vais faire environ 5 remises par an, ça va être des chiens de moniteur. D'accord. Donc du coup, c'est le moniteur qui va suivre son chien du début, donc ces 2 mois quand il arrive en famille, il va suivre la prééducation, il va le faire rentrer en éducation pour lui, et il va aller jusqu'au CAG du chien. Donc le certificat d'aptitude à guider. Oui. Donc c'est ce qui est un peu différent, parce que c'est vrai que pour ceux qui écoutent les épisodes et qui entendent principalement des expériences un peu parisiennes, c'est vrai qu'à Paris, c'est un petit peu organisé différemment, avec vraiment un pôle moniteur suivi en famille d'accueil et un pôle éducation. On n'a pas cette particularité qui est hyper intéressante de pouvoir suivre le chien du coup de sa remise, enfin de sa famille d'accueil, de sa prééducation jusqu'à la remise. Ce que toi tu peux faire ici du coup via l'organisation que vous avez mis en place ici. C'est ça. Et pareil, du coup, les chiens qui sont avec des moniteurs et que je vais remettre derrière, très tôt, je vais savoir quel chien, en fait, je vais suivre. Donc, très tôt, je vais, de temps en temps, faire des sorties avec le moniteur pour dire de savoir comment est le chien, en fait. D'accord. Savoir un maximum comment... Même si c'est pas moi qui travaille le chien, je sais comment il est. Du coup, c'est toi qui fais la remise, mais c'est pas toi qui fais toute l'éducation, non, c'est le moniteur. Voilà, c'est le moniteur qui fait toute l'éducation jusqu'à son diplôme. Et après, moi, je récupère le chien, je vais travailler un petit peu avec lui pour dire que le chien, il me connaisse un peu plus. Et après, je vais faire la remise. Et est-ce que dans tout ça, tu fais beaucoup de travail au bureau ? Alors, c'est vrai que dans l'épisode du coup 27 avec Marion, on a un peu parlé de l'open space, dans lequel vous êtes, qui vous permet d'échanger un peu tous. Est-ce que toi, du coup, tu passes beaucoup de temps dans cet open space ou comment ça se passe ? Alors, je passe plus de temps dans l'open space qu'un moniteur. Parce que, une fois que je fais une remise, si je vais voir un déficient visuel, je vais faire un suivi. Dans ces cas-là, je rédige un rapport.
D'accord. Pour savoir comment ça s'est passé. En fait, on laisse beaucoup de traces écrites au cas où c'est un autre collègue qui doit prendre le relais à un moment donné. Comme ça, il peut savoir exactement comment ça se passe. En fait, il n'arrive pas en suivi pour aller voir quelqu'un sans connaître la personne, sans savoir les problématiques qu'ils ont dans le duo maître-chien, sans voilà. Et au moins, ils ont toutes les infos sur papier, donc ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Tu penses que tu prends combien de temps pour ceux qui nous écoutent au bureau dans une semaine par exemple ou dans un mois peut-être Je vais prendre une demi-journée à peu près par semaine. Donc là où t'es 100% focus, ça va, c'est pas non plus... Non, c'est pas... Et puis je pense que je pourrais être plus rapide. Je suis pas une grande fan du papier, donc c'est vrai que je pense que je pourrais être un peu plus rapide, être un peu plus... Et aujourd'hui, parmi toute cette activité d'éducatrice, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, dans ton lien avec les chiens, par exemple ? Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est faire des remises. Ah ouais. C'est voir le duo se créer. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Et du coup, est-ce que tu les pressens ? J'imagine que tu travailles un peu. Alors, on en a beaucoup parlé avec Marion il y a quelques mois en tant qu'instructrice de locomotion. Elle travaille beaucoup avec vous, en fait. Oui. Sur la personne, comment elle va être et quel type de chien il va lui convenir. Tous ces temps que vous allez avoir ensemble, ça, c'est des temps qui vous permettent d'affiner pour, du coup, avoir le binôme qui se crée le plus facilement possible, c'est ça ? Oui, c'est ça. On va vraiment discuter en amont avec l'instructeur en locomotion quand il est avec la personne pour vraiment cibler en fait le type de personne que c'est et pour savoir quel type de chien en fait mettre avec. Et la plupart du temps, donc nous à Ron, quand on va faire un essai chien, on prend un seul chien et on va au domicile de la personne. Ok. Voilà. En fait, en réunion, quand on parle des dossiers, des personnes qui sont en demande de chien et qui attendent un chien, qui ont fini la locomotion, voilà, qui sont prêtes, l'instructeur en locomotion va donner un peu le descriptif de la personne et quand on pense qu'on a un chien qui correspond, du coup, vous essayez directement le chien et vous voyez si la mayonnaise prend. Une fois que le chien est prêt, on va aller faire un essai et quasiment 99% du temps, ça prend. La mayonnaise prend. La mayonnaise prend et derrière la remise est d'autant plus belle parce que du coup ça part. Est-ce que tu fais un peu les suivis aussi des équipes que tu as formées ? Oui, je fais le suivi des équipes que j'ai formées, plus d'autres équipes que j'ai récupérées. D'accord. Et donc le suivi, c'est tous les ans ou c'est plus fréquemment ou comment ça s'organise ? Alors c'est minimum tous les ans en fait. D'accord. S'il y a besoin de se voir plus, les gens savent qu'on est toujours disponible, donc on se déplace. Par contre, si tout roule, on vient quand même faire une visite de contrôle une fois par an. Et là, tu y vas aussi en binôme avec un instructeur de locomotion ou... Non, j'y vais la plupart du temps, c'est tout seul. Ouais. Et s'il y a besoin, par contre, après le suivi, on se rend compte qu'il y a un besoin d'un instructeur, on va du coup solliciter quelqu'un. Si les personnes nous appellent et qu'elles nous exposent un problème ou un nouveau trajet, là, on va pouvoir, par exemple, aller à deux avec un instructeur en lot. Oui, comme ça, pour vraiment travailler. Voilà, c'est ça. Marion nous l'expliquait dans l'épisode 27, du coup, elle nous disait qu'en général, toi, par exemple, en tant qu'éducatrice, tu allais voir le nouveau trajet avec le chien, que elle allait faire ce même travail avec la personne déficiente visuelle, et qu'ensuite, il y avait du coup la magie qui opérait entre les deux, et que chacun avait repéré le trajet humain et chien, et que derrière, le binôme, du coup, était beaucoup plus fluide pour ce nouveau trajet. Oui, c'est vrai que c'est un travail qu'on met facilement en place avec Marion, on aime bien travailler comme ça. En fait, ça permet à la personne d'être avec Marion et de se focaliser vraiment sur son parcours et voilà, prendre ses repères, vraiment être très concentré. Et moi, je suis derrière avec le chien et ça permet en fait de montrer au chien, moi ça me permet de montrer au chien tout de suite le bon trajet en fait. Y a pas, je laisse Marion avec la personne devant, c'est eux qui réfléchissent au meilleur trajet, meilleur positionnement, savoir si on traverse, si on reste sur le même trottoir, voilà. Des petites Des ajustements. Ouais. Voilà, des ajustements qu'ils vont faire avec l'instructeur et qui sont pas forcément utiles ni bénéfiques pour le chien en fait. Oui. C'est-à-dire que le chien, si d'abord on se met sur le trottoir de droite, puis après on se met sur le trottoir de gauche, ça peut le perturber. Ça peut le perturber parce que du coup, les chiens très vite en fait, ils enregistrent vite les trajets. Donc très vite en fait, souvent la première fois qu'on fait un trajet, il faut qu'il soit bien fait. Il faut qu'il soit bien fait parce qu'il va l'enregistrer en fait. Et une fois qu'il l'a enregistré, c'est difficile de modifier derrière. C'est plus difficile. Et du coup, la Audrey de 2013, qui était dans sa licence de lettres, qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui de tout ton parcours là jusqu'à devenir éducatrice de chien guide ? C'est quelque chose que tu n'avais pas forcément envisagé, mais que tu avais toujours tiraillé. Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes ou plus encore ? Oui, complètement.
Ça a été une nouvelle vie en fait, complètement. Ça a été une nouvelle vie, c'était un virage à 180 degrés total. Et oui, et je suis très épanouie dans mon travail actuellement et je pense pas que j'aurais été aussi bien. Chez Martine. Voilà, chez Martine à Bruxelles, j'aurais pas été aussi bien. D'accord. Et par rapport à tous les gens qui rêvent d'être éducateurs, alors c'est un peu comme le métier de vétérinaire. Dans ma vie, j'ai eu ces quêtes-là qui m'ont menée finalement ailleurs auprès des chèvres. Mais c'est vrai que entre éducateurs de chiens guides et vétérinaires, c'est un peu des métiers qu'on idéalise. Mais il y a quand même des possibilités pour l'exercer. Tu en es la preuve. Le bon conseil serait lequel pour savoir comment on arrive à ton métier? Est-ce qu'il faut commencer par faire autre chose, se forger sur d'autres domaines, que ce soit canin ou handicap? Ou est-ce que il faut à tout prix essayer de rentrer Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui voudrait être éducateur de chien guide? Ce que je conseillerais surtout, c'est vraiment d'envisager la part humaine du travail. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut être éducateur de chien guide pour les chiens. On n'est pas éducateur de chien guide que pour les chiens en fait. Il faut aimer les personnes. Et ça, c'est très très important. Et je pense que les rares fois où les gens commencent notre métier et s'arrêtent et se disent c'est pas pour moi, c'est parce qu'ils pensaient qu'en fait ils allaient être qu'avec des chiens. Mais non. Le travail d'éducateur de chien guide, c'est vraiment d'être avec les personnes aussi. Oui, c'est rigolo parce que c'est ce que me disait aussi Thibaut à l'épisode 12 en me disant il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce métier en disant j'adore l'éducation des chiens, l'éducation canine et du coup je veux être éducateur de chien guide parce qu'on a naïvement en tout cas cette idée que c'est une éducation beaucoup plus poussée et il me disait moi je conseille justement d'aller voir du côté du handicap et du côté du social, de l'humain parce qu'en fait on n'éduque pas des chiens guides pour guider n'importe qui et qu'il y a toute une partie et c'est hyper vrai dans la formation que vous avez, il y a quand même les 2 dernières années qui sont concentrées sur la déficience en fait tout simplement et l'apprentissage de ce handicap visuel qui est pas si visible que ça. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Se concentrer que sur la partie chien, c'est faire abstraction de la plus grosse partie de notre travail, en fait. Bien sûr que mon quotidien, à l'heure actuelle, oui, c'est beaucoup plus l'éducation du chien. Mais le but final, c'est d'être avec les gens et de faire les suivis, de faire les remises. Donc si cette partie-là, en fait... et une charge. Voilà, est une charge et compliquée, on va pas être épanoui du tout. Donc faut vraiment aimer les chiens, mais aussi les humains. Oui, c'est ça. Faut pas être faut pas vouloir être dans sa tanière avec ses chiens guides, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour ce qui est des études, oui, plus partir sur quelque chose de social. Je dirais aussi que c'est pas parce qu'on a fait d'autres études, c'est pas parce qu'on a fait un métier qui est complètement différent qu'on peut pas postuler, en fait. C'est vraiment... On peut postuler, on peut devenir éducateur de chien guide en reconversion professionnelle, donc... Ok. Faut pas hésiter, faut vraiment pas hésiter. Par contre, la porte d'entrée, c'est une des écoles de chien guide en France. Oui. Parce que on ne se forme pas sans être embauché par une école. C'est ça, faut être salarié d'une école, d'une association de chien guide pour pouvoir partir en formation. Faire la formation et devenir après éducateur. Et pour la petite anecdote, par exemple, en formation, du coup, on est en promo. Donc toutes les écoles de chien guide envoient leurs élèves en promo ensemble. Donc par exemple, mon collègue de Nice vient d'ici, de Ronc, exactement de cette ville, de Ronc. Il a été pris à Nice. Ma collègue de Coubert vient du Nord aussi. Ma collègue de Lyon vient de Normandie. Donc voilà, faut pas hésiter faut accepter de pouvoir bouger en fait. C'est pas parce qu'on a une école juste à côté que c'est elle qui va nous prendre forcément. Donc faut être mobile aussi. Faut être mobile. Alors après, quand on dit faut être mobile, c'est qu'une fois qu'on est dans l'école, on va pas être mobile, bouger tous les ans, mais il faut accepter d'aller un peu plus loin que son département ou sa région pour aller dans l'école qui a un poste ouvert. C'est ça. Il y a qu'une douzaine d'écoles en France, donc c'est beaucoup plus compliqué en fait d'avoir un poste dans celle juste à côté. C'est pas parce que là il y a des grandes écoles dans le Nord ou à Paris qu'il y a beaucoup de postes non plus, puisque c'est un nombre de postes un peu restreint quand même. Je sais pas combien d'éducateurs en France il y a à peu près. Oh là, il n'y en a pas beaucoup. On doit être une petite vingtaine au centre Paul Corteville et on est l'une des 3 plus grosses écoles, donc voilà, on doit être moins de 100. Moins de 100. Allez, 100. Donc une centaine d'éducateurs en France. Donc, et après, comme tu disais, ça peut être aussi en reconversion. C'est pas parce qu'on veut faire ce métier que ça peut être le premier. Ça peut aussi être le métier suivant quand on se reconvertit.
En ayant fait, pourquoi pas, un peu de social avant, c'est ce que tu disais. Oui. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà. Si on est jeune et qu'on a envie de partir vers ce métier, des études dans le social, ça serait un plus. Par contre, si on est un peu moins jeune et qu'on a déjà eu une expérience professionnelle avant, il n'y a pas de souci non plus. Le manque d'expérience, en tout cas, dans le chien ou dans tout l'accompagnement de personnes handicapées, c'est pas ça qui va freiner une école, en fait. C'est vraiment plus un état d'esprit et voilà, c'est ça qu'ils recherchent, en fait. C'est des gens vraiment volontaires parce qu'on est une association, donc voilà, il faut avoir envie. Justement, dans le cadre de cette association, est-ce que toi, tu fais uniquement l'éducation des chiens guides ou est-ce que, vu qu'il y a aussi une visée un peu de communication, d'ouverture, de sensibilisation, tu fais un peu des choses comme ça pour l'association ou pas ? Alors au début, je faisais pas mal de sensibilisation aussi le week-end. J'ai arrêté parce que c'est vrai que voilà, entre la vie pro et la vie perso, à un moment il faut savoir aussi faire des choix et garder un peu de sang pour soi. Oui. Donc voilà, si toute la semaine je travaille pour les chiens guides et que le week-end en plus je fais des sensibilisations pour les chiens guides, il y a plus de temps pour moi. Donc exactement. Maintenant j'ai arrêté. J'en fais de temps en temps. C'est vrai que quand notre service com a besoin, je suis toujours partante parce que j'adore parler de mon métier, mais oui, j'en fais de temps en temps. Mais ça reste beaucoup plus axé sur les chiens. Et sur les chiens, justement, comment tu t'organises ? Tu as 1 ou 2 chiens pour combien de temps ? Combien de temps met l'éducation à peu près ? Qu'est-ce que tu leur apprends par rapport à ce qui a été fait en pré-socialisation en pré-éducation, en socialisation. Comment ça s'organise pour toi ? Alors en moyenne, on éduque un chien ici environ 10 mois. On se donne à peu près 10 mois. Un peu plus pour les éducateurs puisque on est souvent partis en suivi, en remise. Donc, d'accord. Voilà. Donc c'est pas que le chien prend plus de temps, c'est qu'il y a moins de temps 100% avec le chien. C'est ça. En fait, quand on est... alors ça va dépendre des périodes, mais voilà. On va pas forcément tout le temps demander à nos collègues de s'occuper de nos chiens quand on part parce que ça leur fait une charge de travail en plus. Donc souvent ils sont placés en famille. Donc voilà, si on part 15 jours pour être en remise, notre chien qu'on éduque, pendant ce temps-là, il va passer 15 jours en famille. Donc après, il faut reprendre le travail derrière. Donc voilà, ça dure 10 mois en moyenne, voire un peu plus. D'accord. Parce que du coup, c'est pas 10 mois continu ou un peu plus continu, c'est parce qu'entre-temps, il y a tous les autres événements. La remise, c'est 15 jours, donc ça t'occupe pendant 15 jours. En ce moment, t'es en plein cœur en plein début d'une remise. Et là, pendant 15 jours, par exemple, tu vas te consacrer à cette remise-là pour créer le binôme entre le chien et le maître que tu accompagnes. Et tu vas pas forcément éduquer le chien que tu as. C'est ça. Le chien que j'ai en ce moment en éducation est en famille. Et comme ça, j'ai 15 jours pour me concentrer exclusivement à la remise. Et donc à la création de ce nouveau binôme. Oui. Tu nous parlais un peu de tes week-ends et de ton temps off. Il me semble que tu as aussi dans ta vie privée un peu de chien. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, en dehors des chiens guides, je suis aussi éleveuse. Donc voilà, une toute petite éleveuse, j'ai que 3 chiens et donc je fais de temps en temps des portées pendant mes vacances. D'accord. Quand j'ai des congés... Avec une race assez particulière, je crois. Oui, qui s'appelle le Kelpie australien. Donc c'est un chien de berger qui vient d'Australie. Et c'est un chien de sport, en fait. Donc en dehors des chiens guides, je fais beaucoup de sport avec mes chiens, pas mal d'activités. Et de temps en temps, voilà, je fais des portées. Et comment t'as découvert cette race Alors du coup, j'ai commencé à être famille d'accueil pour les chiens guides. Oui. J'ai commencé à travailler pour les chiens guides. Donc oui. c'est plus mes parents qui ont pris le côté famille d'accueil. D'accord. Moi, je me suis installée toute seule. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'un chien. T'en avais pas assez au travail. C'est ça. Quand je rentrais, la maison était un peu vide. Okay. Donc en fait, j'ai cherché une race sur Internet. Ok. J'ai fait, il y a des petits tests, des petits quiz où on répond à des questions et ils nous sortent la liste des races qui pourraient nous correspondre. Donc en fait, en gros, je voulais un chien sportif, en fait, gabarit moyen, sportif. Pour qu'il puisse t'accompagner dans tes activités. Pas trop de poils parce que j'avais pas envie de passer beaucoup de temps à le brosser. Et en fait, la race du Kelpie est ressortie. Et ce qui me plaisait dans cette race, c'est que c'est une race plutôt récente en Europe. Du coup, il en va beaucoup. Et les éleveurs sont du coup plutôt récents et très ouverts à tout ce qui est bien-être du chien, tests de santé, dépistage sur les parents. Donc voilà. Je sais que mes parents, quand j'étais du coup jeune, avaient un chien, un Golden Retriever, qui vient pas d'un super élevage, qui a eu beaucoup de soucis de santé. Ouais, donc t'as été assez sensibilisée à ça. Une mauvaise socialisation, mais de dingue. Il avait peur de tout, mais vraiment à être mal dans sa peau, en fait, à mal vivre l'extérieur. Donc, les nouveautés en tout cas, pas forcément l'extérieur, mais les nouveautés. Donc voilà, j'ai vu ce que c'était d'avoir un chien
sociable et bien dans sa tête avec les chiens guides, en tant que famille d'accueil du coup. Donc c'était vraiment... La révélation. C'est ça. Par rapport aux chiens que mes parents avaient quand j'étais jeune, c'était vraiment tout, quoi, complètement différent. Donc du coup, je m'étais dit, quand je prends mon chien, moi, je veux un chien comme les chiens guides, en fait. Je veux un chien sociable, je veux un chien qui a peur de rien, je veux un chien qui soit bien dans ses pattes. Et donc du coup, avec le Kelpie, j'avais l'impression de tomber que sur des éleveurs, en fait, qui avaient cette philosophie, en fait. C'était des amoureux du chien et qui faisaient naître des chiots dans des bonnes conditions, qui faisaient une super sociale à l'élevage. C'est pour ça que je suis partie vers cette race et pas vers le border ou d'autres races plus courantes. Ok, ouais, pour avoir vraiment un peu la crème de la crème en termes d'élevage surtout, c'est ça? Oui, et puis vraiment, à la base, c'était vraiment socialisation, parce que je voulais tout faire avec mon chien. Je voulais l'emmener partout. Est-ce que tu fais tout aujourd'hui? Oui, je fais tout. Je fais plein d'activités. L'année dernière, pendant les vacances, on a fait Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Donc, les chiens, ils étaient soit en campagne, le long des voies rapides, des fois, parce que voilà, le chemin, des fois, on marche le long de départemental avec des gros camions. Ils avaient peur de rien. Ils ont vraiment été à l'aise partout. Donc, t'en as fait grâce à aussi, parce que tu les as eus quand par rapport à ta formation d'éducatrice? Alors, ma première chienne est arrivée en 2016. Ouais. Juste avant mon embauche ici, j'avais postulé et du coup j'attendais les réponses. Ok. Et ma deuxième est arrivée en 2017, ouais. un an plus tard, enfin 1 an et demi, fin 2017. Et du coup j'ai fait une première portée en 2019 et j'ai gardé un chiot. Ok. J'ai craqué. T'as craqué, donc maintenant t'en as 3. Oui, j'en ai 3. Donc là, tu appliques en fait... Est-ce que tu appliques tout ce que tu apprends aux élèves chiens guides ou il y a quand même des choses... Non, je suis tolérante, voilà. Chez moi, les chiens ont droit au canapé. Ah, canapé. Oui. Après, c'est des plus petits chiens, donc ça prend moins de place. Oui. C'est pas parce que c'est des gros chiens qu'on leur interdit, on sait tout. C'est pas c'est sûr. Leur futur maître. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, pour les chiens guides, voilà, c'est différent. J'essaye d'appliquer au maximum, mais pour les élèves chiens guides, on est assez strict, mais après, le maître fait un peu comme il veut chez lui. Bien sûr, c'est plus simple de dire non, mais oui, que oui, mais non. C'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, voilà, moi je suis dans la partie maître après, donc je fais comme je veux. Ouais, mais comme avec l'éducation des chiens guides, il faut que ce soit cohérent du début à la fin. Donc quand j'autorise quelque chose avec mes chiens, ce sera pour toujours ou alors je l'autorise jamais. Comme on essaye de faire avec les chiens guides. Et là, c'est plus compliqué puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont entrer dans la vie du chien et du coup, il faut que tous les discours soient cohérents, quoi. Et ben oui, pour le chien surtout. Oui. Donc tu as quand même une grande passion des chiens. Oui. Le cheval dans tout ça Alors, mon poney maintenant il est en retraite et elle vit très bien dans sa pâture en retraite. Elle a eu des soucis de santé, donc voilà. Est-ce que tes chiens croisent un peu les chiens guides ou pas du tout Oui. Alors on a la grande chance ici au centre d'avoir un chenil pour les chiens du personnel. Oui, du personnel. Donc on a un chenil et du coup mes chiens sont là la journée. Je peux m'en occuper sur ma pause déjeuner le midi. Ok. Donc de temps en temps, par exemple, quand on a un chiot qui est un peu turbulent et tout ça, on va avoir tendance à le mettre avec nos chiens du personnel parce que c'est tous des adultes en fait, super bien dans leur tête et super calmes, donc ça permet au chiot d'avoir une bonne... un peu... Oui, en fait, il va apprendre en fait du chien. Un mimétisme un peu. Oui, voilà, c'est ça. Il va apprendre du chien adulte, il va apprendre les bons comportements, il va avoir une bonne influence. Et est-ce que dans toute cette aventure que tu as fait avec les chiens guides, il y a quelque chose que tu as découvert, tu t'attendais pas forcément quand tu as postulé pour devenir éducatrice? Je m'attendais pas, alors pas quelque chose que j'ai appris, ou c'est plus, je m'attendais pas à que ce soit aussi fort en émotion une remise. C'est vrai qu'une remise c'est assez extraordinaire du point de vue émotif vraiment, pour la personne. Pour le chien, c'est beaucoup d'émotions aussi pour lui, mais aussi nous, parce qu'on a vraiment l'impression d'être comme des parents qui voient l'enfant se débrouiller tout seul, et là on voit le duo qui part de rien, parce qu'au début ils se connaissent pas, et puis au bout des 15 jours, c'est des grands, ils partent tout seuls, et c'est super émouvant. Ouais, du coup ils partent un peu pour leur vie, binôme, tout seul. Ouais, c'est ça. On se dit que oui. En 15 jours, c'est hyper rapide en fait. Oui. Ouais, c'est vraiment rapide et en fait on voit beaucoup l'évolution à partir de la 2e semaine. À partir du moment où ils passent un week-end ensemble, l'idéal, moi ce que j'aime bien faire, c'est de pouvoir laisser le chien la semaine précédente chez la personne. Donc comme ça, ce sera juste chien de compagnie, mais au moins ils peuvent commencer à faire connaissance sans le travail. Et comme ça, la première semaine on commence à travailler, mais après le deuxième week-end, après le week-end entre les 2 semaines de travail, on voit une différence. On voit que ça commence à être un duo, en fait. Ça commence à être un couple, ça commence à être... un vrai binôme, voilà, quoi. Une unité, maître-chien, le chien et le maître. C'est ça. On voit vraiment la différence à partir de la 2e semaine.
Donc fort en émotion. Oui. Et je pensais pas. Je pensais que ça allait être un peu plus professionnel et tout ça. Que t'allais avoir un peu plus de recul dans les émotions. Oui. Et, Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on rentre dans la vie des gens, en fait. Pendant 15 jours, on est là toute la journée chez eux, en fait. Donc, en fait, par rapport à comment on travaille à Ronc, c'est vrai qu'à Paris, on travaille pas pareil, mais à Ronc, on passe vraiment 15 jours chez les gens. Oui, tu passes les 2 semaines sont chez la personne. Alors, on a la possibilité de faire venir là aussi la personne au centre. Oui, parce que vous avez aussi des possibilités d'hébergement au centre, comme à Paris. Oui, mais c'est vrai qu'on le fait pas. D'accord. On a vraiment... Alors, c'est plus entre guillemets dans la tradition, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, personnellement, je trouve ça plus utile. Enfin, pour l'instant, j'ai toujours été confrontée à des gens qui soit avaient beaucoup de trajets, donc c'est difficile de tout faire en une semaine seulement, soit étaient pas très à l'aise dans l'inconnu, donc c'était plus facile de travailler directement chez eux et sur leur trajet, ou soit des gens qui premier chien, beaucoup de trajets aussi en mélangé, donc c'est compliqué de... Et est-ce que parmi tous les binômes que t'as accompagnés, il y en a certains qui t'ont particulièrement marqué ? Oui, alors après du coup, en 5 ans, j'ai pas fait non plus 25 remises, mais si, il y a un binôme qui m'a bien bluffé l'année dernière, été 2020, donc en plus, avec la pandémie, c'était toujours un peu compliqué, mais on part en remise. J'étais avec ma tutrice, c'était en plus assez, beaucoup d'émotions pour nous parce que c'était ma dernière remise avec elle. Ok. Puisque quand on est moniteur, en fait, on suit notre tuteur remettre nos chiens, donc on est juste là en tant qu'observateur. Okay. Et après, pendant les 2 ans pour être éducateur, on doit faire 2 remises où on travaille en partenariat avec le tuteur. Et les 2 dernières remises qu'on doit faire, on doit les faire tout seul en fait. Et le tuteur est juste là pour observer. Ok. Et donc c'était ma dernière remise avant mon diplôme, donc ma tutrice était là pour m'observer. Du coup beaucoup d'émotions pour nous deux parce que ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble, donc donc c'était la fin de quelque chose parce que à la base pendant la formation, on doit remettre des chiens qu'on éduque. Et vu qu'à Ronc, on a quand même beaucoup de moniteurs et que dans mon travail plus tard, j'allais quand même souvent récupérer des chiens de moniteurs et les remettre, j'avais demandé en fait à ce que mon dernier chien, avec ma tutrice, ce soit un chien de moniteur. Pour que tu aies une expérience comme ça que tu allais avoir plus tard. C'est ça, que j'ai une expérience de chien de moniteur avec ma tutrice, toujours accompagnée en fait. Et du coup, c'était mon premier chien de moniteur, du coup que je remettais. Et on a fait l'essai avec cette personne et... on était 10 mètres derrière. Premier chien guide de la personne. Elle avait jamais eu de chien guide. Et le chien et la personne, parti, ça marchait. C'était 10 mètres derrière nous. On a fait un trajet, du coup, jusqu'à l'école de ses enfants. Puis sur la route du retour, tout seul. Et là, j'étais bluffée. Là, je me suis dit, waouh. Des fois, il y a des âmes comme ça qui se rencontrent et on se dit, ça match. La mayonnaise prend. Et là, c'était assez bluffant. C'était bluffant. Et ça m'a marqué, mais... c'était dingue. Et est-ce qu'il y a une fois où c'est un chien qui t'a bluffé dans le travail que tu as fait avec lui ou autre ? Oui. Après, les chiens, on va dire que en remise, ils nous bluffent tous les jours, en fait. Parce que, surtout quand on les a éduqués, on les a vus au tout début. Et oui. On les a vus débutants, on les a vus hésiter, on les a vus pas savoir. Et quand on est en remise, on les voit faire tout seul, prendre des initiatives, prendre comme des grands et ils savent, et ils sont en confiance, ils savent faire leur boulot et toutes les écoles ont à peu près un secteur. Mais de temps en temps, ça arrive, que des personnes qui aient déménagé demandent de rester avec l'école d'origine. Avec l'école d'origine. Donc j'ai fait une remise à Montpellier. D'accord. Et le monsieur, il va partout avec son chien, il fait plein de choses et j'ai vu le chien, mais tellement à l'aise tous les jours. Et on marchait, mais on faisait du 9h, 18h. Et le chien était trop heureux. En fait, c'était un chien qui était tellement heureux de travailler et de montrer qu'il savait faire, tellement fier que là, il s'est tellement épanoui. Et je me suis dit, cette personne-là n'aurait pas pu avoir un autre chien parce que... C'était celui-là. Voilà. Il est vraiment exceptionnel dans sa capacité de travail, en fait. C'est un chien qui aimait travailler. Donc déjà, je savais, quand je l'ai éduqué, qu'il fallait partir sur quelqu'un qui avait des trajets. Dynamique, qui avait beaucoup de choses dynamique, qui avait de déplacements. Beaucoup de choses à faire parce que c'était un chien qui s'ennuyait vite, en fait. Dès qu'il s'ennuyait, il allait commencer à, faire des petites bêtises pour attirer l'attention parce que c'est un chien, qui avait besoin d'être sollicité. Il avait besoin de travailler, il est super intelligent. Et quand on a fait la remise, là, j'ai pas fait d'essai, du coup, Montpellier, je suis directement venue en remise. Enfin, on a fait ce qu'on appelle un peu un essai-remise. Ok. On essaye directement en remise, et ça matchait, quoi. Et le chien, il travaillait, mais il était tellement heureux
Et oui, et ce chien-là, il était vraiment très très performant. C'était très très bon chien. Ils sont pas tous le même niveau et lui, waouh. Ouais. Mais du coup, il convenait parfaitement à cette personne. D'autres chiens, enfin, il aurait pas convenu à quelqu'un d'autre ou voilà. On a des très bons chiens et on a d'autres chiens qui aiment un peu moins, mais qui vont correspondre et qui vont s'épanouir totalement dans leur vie autre part, mais avoir une vie plus tranquille. Lui, la vie tranquille, c'était pas pour lui. Lui, il aimait voyager et faire plein de choses comme son maître. C'est ça. Au final, c'était le bon binôme. Oui, c'est exactement ça. Et je me demandais, parmi toutes les rencontres que t'as permis ce métier d'éducatrice de chien guide, est-ce qu'il y en a une que t'aurais jamais pensé faire et qui a eu lieu grâce à cette activité-là ? Mes collègues de formation. Ouais. Mes collègues de formation, c'est vrai que on est passionné de chiens, on est passionné aussi par les gens, on aime notre métier et j'ai eu la chance d'avoir une super promo avec des gens vraiment exceptionnels dedans et c'est ce qui fait que les formations sont aussi très enrichissantes, c'est qu'on apprend des autres, on apprend aussi de la façon dont ils travaillent dans les autres écoles puisqu'on travaille pas tous de la même manière et c'est aussi ce qui fait la richesse de la formation, c'est vraiment les autres. Vous étiez quoi ? Vous êtes une dizaine, une douzaine en formation ? C'est ça. Il n'y a pas plus, c'est une formation par an, donc... Oui, c'est ça. La promotion, en tout cas, de ton année. Oui, ouais. Et après, vous vous suivez pendant 2 à 4 ans, selon si les uns continuent ou pas en même temps que toi. Mais c'est vrai que, par exemple, notre promo, on est encore très en contact. Ouais. Très en contact les uns avec les autres. Et tout s'épanouit. Oui, tout s'épanouit. On se pose des questions aussi bien au travail que... Voilà. Perso, ouais. Voilà, perso, on est vraiment... On continue en fait, même si la formation elle est finie, à s'enrichir, à se poser des questions, à demander conseil. Voilà, comment tu travaillerais Ouais, vous avez un lien assez particulier parce que vous avez partagé ces 4 années, enfin 2 à 4 années de formation en tout cas, selon les personnes. Ouais. Bon bah on arrive un peu vers les questions de fin. Tu connais la petite question que je pose tout le temps à mes invités, c'est s'il y a eu un pire et un meilleur moment pour toi avec les chiens guides. Oui, enfin... Les pires moments avec les chiens guides, c'est quand il pleut. Hein. Quand on est en pleine éducation avec un chien, qu'il y avait du soleil, qu'on part en pull ou en t-shirt, et puis d'un seul coup, il y a un gros orage qui arrive. Là, on n'est pas très très heureux de faire ce travail-là à ces moments-là. Ouais. Mais voilà, sinon c'est tout, il n'y a pas de pire moment. Bon, la météo lilloise alors. Oui, c'est ça. Qui te joue des tours de temps en temps. Souvent en été, on part et... Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois du coup l'été de partir, je me dis non, on va pas pleuvoir. Et puis finalement, c'est ça. Entre rentre, 2 éclaircies... Je rentre trempée, les chaussures pleines d'eau. Et voilà, à part ça, il n'y a pas de pire moment. Et puis les meilleurs moments, tu nous en as déjà un peu partagé. Oui, les remises. Les remises. Ouais. C'est vraiment l'apothéose pour toi, l'aboutissement de tout en fait. Déjà c'est fort en émotion du coup comme je disais parce qu'on partage beaucoup avec la personne et puis on voit à quoi on sert en fait. C'est vrai que je pense que là-dessus le métier de moniteur peut être un peu plus frustrant. C'est qu'on éduque les chiens, on passe le diplôme et puis après on laisse la place à l'éducateur et puis on voit pas l'aboutissement. Là la remise c'est vraiment l'aboutissement du travail. Mais en tout cas on voit, enfin moi je vois tes yeux qui pétillent quand tu m'en parles. On n'a pas l'image, on n'a que le son à partager aux auditeurs, mais c'est vraiment oui, et en même temps c'est pour ça qu'on est tous engagés dans le mouvement chien guide. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est pas juste pour avoir des chiots à nos pieds comme j'ai en ce moment, mais c'est pour derrière faire bénéficier à une personne déficiente visuelle d'une vie plus fluide, plus sympathique, plus sociale et plus simple tout simplement et épanouissante je pense pour eux aussi, vu les témoignages en tout cas que j'en ai recueillis. Oui, bah, là-dessus on est complètement des privilégiés en tant qu'éducateurs parce qu'on est les seuls à voir... avoir la magie s'opérer en fait, le début de magie s'opérer, le duo se former et puis pareil les suivis c'est nous qui les faisons aussi donc on voit les duos ensemble et continuent à s'épanouir dans leur vie donc c'est vrai que là-dessus on est sacrément privilégiés. C'est vrai qu'on est nombreux en tant que salariés, en tant que bénévoles à œuvrer pour ça mais nous on voit la vie. C'est vrai pour nous on y est bénévoles, on n'est pas les petits yeux au niveau de la remise en tout cas les binômes on les voit plus tard. Moi j'ai la chance d'en interroger pas mal du coup j'en entends de ces témoignages qui changent des vies et voilà mais vous êtes en effet un moment charnière entre avant le chien et après le chien, l'arrivée en tout cas du chien. Bon bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a des endroits, il me semble, où on peut te suivre dans ton quotidien ? Alors tu nous as aussi parlé un peu de l'élevage. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part en dehors des réseaux de l'école des chiens guides du Nord ? Oui, du coup, sur ma page Facebook et Instagram d'élevage. D'accord, qui s'appelle l'élevage Dark Phoenix.
Dark Phoenix. Et ben écoute, on n'hésitera pas à suivre, je mettrai les liens dans les petites notes de l'épisode. Et puis merci beaucoup à toi pour cet échange. Merci à toi, comme je te disais, j'adore parler de mon métier, alors... Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Audrey d'avoir accepté tout de suite mon invitation après nos nombreux échanges sur Instagram. Et merci encore à l'École du Nord qui nous a permis d'enregistrer ce 2e épisode après l'épisode avec Marion, qui est l'épisode 27. Pour compléter votre écoute, retrouvez comme à chaque fois plein de photos en exclusivité liées à cet épisode sur mon blog futurshangid.fr. Cette fois, vous découvrirez les différents élèves Chien-Guide accueillis par Audrey en famille d'accueil, mais aussi tous ceux qu'elle a éduqués en tant qu'éducatrice de Chien-Guide. En bonus, je vous ai mis également quelques photos de ces jolies kelpies qu'elle élève. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futurchienguide, ou encore à m'identifier lors de vos écoutes, ça fait vraiment toujours chaud au cœur. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.